Avant qu'on démarre cette session sur finalement le panorama des médias, du paysage médiatique aujourd'hui, c'est ça qui nous intéresse, c'est de savoir comment les médias classiques se comportent aujourd'hui face à des nouveaux acteurs, à des nouveaux acteurs qui ont émergé déjà il y a quelques années, et puis d'autres qui arrivent et qu'on n'a pas forcément encore, dont on n'a pas forcément pris la mesure de la puissance. On va regarder tout de suite un premier sujet assez court qui va montrer la croissance de ces nouveaux acteurs justement, Business Insider et Forbes. Nouveaux acteurs non, mais en tout cas avec une nouvelle stratégie. On va lancer tout de suite la vidéo, regardez. Un mot et un seul, financement. C'est pour Frédéric Fillou la raison principale qui explique pourquoi les nouveaux entrants sont capables de surpasser les médias traditionnels. Et pour cause, aux États-Unis, 12 millions de dollars ont été investis dans la start-up média Upworthy depuis sa création en 2012. 80 millions dans Vox Media, 96 millions de dollars dans BuzzFeed. Ça doit faire rêver certains titres de la presse qui, pour la plupart, cherchent toujours un fragile équilibre financier. Avec quelques exceptions toutefois, à commencer par la pépite Business Insider. Plus de 55 millions de dollars ont été injectés dans le site américain en 2015, dont 25 millions investis par l'allemand Axel Springer et par Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, sur une valorisation de 200 millions de dollars, le double du tour précédent. Presque 7 fois le chiffre d'affaires 2014, évalué lui à 30 millions de dollars. Lancé début 2009 depuis New York, le site réunit aujourd'hui plus de 25 millions de visiteurs uniques par mois. Sa proposition de valeur, se placer entre l'analyse et la contribution, le site se veut également un agrégateur des meilleurs sujets économiques. L'avenir est-il dans l'expertise ? Oui, si l'on observe le modèle de Forbes Magazine. Créé en 1917, il est l'un des plus vieux titres, mais aussi l'un des plus réactifs au changement. Comme quoi, tout est possible. Son offre éditoriale s'appuie sur 2500 contributeurs rémunérés selon le trafic qu'ils génèrent. Certains d'entre eux gagnent plus de 100 000 dollars chaque année. De quoi laisser rêveur. Alors Frédéric, je précise d'ailleurs, vous êtes aussi l'auteur de Monday Note que je vous invite à consulter, qui est très intéressant. Vous connaissez peut-être sans doute d'ailleurs dans la salle Monday Note, vous publiez régulièrement. J'essaie de publier le lundi, mais je n'y arrive pas toujours, mais ouais, en général, je m'y tiens. Notamment, voilà, des posts récents, notamment avec des exemples assez concrets. Je pense au New York Post, on va en parler. Le journalisme à la papa, Frédéric, c'est fini, en gros. Alors moi je dirais pas ça, parce que d'abord en ce qui concerne ma carrière personnelle fait que j'ai commencé à Libération, etc. Donc 20 minutes aussi. Moi je reste très profondément attaché au journalisme traditionnel. Quand j'entends par journalisme traditionnel, c'est-à-dire les contenus à valeur ajoutée, l'information qu'on va chercher et non pas l'information qu'on recycle, parce que dans le sujet qui était fort intéressant, je pense que quand même Business Insider est quand même passé maître devant beaucoup dans sa capacité à recycler les informations des autres, même si c'est une boîte plutôt très intelligente dans la façon dont elle a été construite. Et quant à Forbes, le modèle où ils font effectivement travailler 2500 contributeurs, les gens qui gagnent 100 000 dollars par an chez Forbes, ça doit représenter 1,5%. Donc faut quand même remettre les choses en perspective. Donc moi je pense qu'il y a encore de la place pour du journalisme de qualité. Je pense que ce journalisme de qualité, malheureusement, va se replier sur un tout petit nombre d'acteurs qui vont avoir du mal à le financer, et que le gros de l'information va être une information extrêmement déqualifiée, pour le coup. Alors justement, si je reprends justement une note récente que vous avez publiée, qui est intéressante parce qu'elle campe un peu le panorama des différences qu'il y a, des différences presque fondamentales qu'il y a entre finalement les médias classiques et les pure players, les nouveaux acteurs aujourd'hui. Vous parlez notamment d'affectation des ressources. C'est ça qui fait la différence aujourd'hui entre un vieux média, entre guillemets, et un nouvel acteur. Ouais, là-dedans, il y a plusieurs éléments. Ça a été souligné dans le sujet. Il y a un premier élément qui est effectivement la différence des financements. Et cette différence des financements, c'est pas uniquement un effet médiatique sur le fait que Vox Media est valorisé à $1 milliard, que BuzzFeed est valorisé à $800
850 millions. Ce sont des choses qui ont des conséquences extrêmement directes. Aujourd'hui, une entreprise comme BuzzFeed a la capacité d'attirer, ils sortent le checkbook, ils attirent absolument tous les talents qu'ils veulent. Il n'y a pas très longtemps, j'étais avec des gens du Guardian qui me racontaient que leur bureau de chief de Moscou, qui était une jeune femme extrêmement expérimentée, qui avait une carrière dans le journalisme international plutôt exemplaire, vient d'être embauchée par BuzzFeed comme foreign editor. BuzzFeed a sorti le carnet de chèques, ils lui ont offert des perspectives intéressantes, des moyens extrêmement importants, et la personne en question a plongé. Ouais. Donc cette richesse des médias se traduit par une capacité, une puissance de feu qui va également s'exercer sur le plan journalistique et également sur le plan technique. Juste un autre chiffre qui est à prendre avec des pincettes parce qu'il concerne des industries qui sont différentes de celles des médias. Vous prenez Netflix. La richesse de Netflix repose sur son moteur de recommandation, c'est-à-dire la capacité de dire vous avez vu, vous avez aimé, on va vous proposer machin. On va en parler d'ailleurs plus tard sur une autre session. Mais simplement un chiffre sur Netflix, c'est que le coût annuel d'opérer ce moteur de recommandation, c'est équivalent au chiffre d'affaires des Échos. Ça vous donne simplement une idée de l'échelle à laquelle on est confronté. Et puis après, il y a un phénomène de bulle. Et puis il y a quelques années, lorsque Le Monde a été racheté par son groupe d'investisseurs actuel pour, je crois, 110 millions d'euros. À la même période, Flipboard levait de l'argent sur une valorisation de 200 millions de dollars. Flipboard avait à l'époque 35 personnes. 0 bénéfice, ça va sans dire, et 0 chiffre d'affaires face au Monde qui avait à l'époque 675 journalistes, tout compris. Flipboard, ou l'arrivée aussi d'industriels on va dire de l'internet mondial comme Jeff Bezos sur le. Alors Jeff Bezos, c'est pas le plus dangereux, je dirais, parce que quelque part il va revigorer. Il a mis, je crois, 250 millions de dollars dans le Washington Post, et il va revigorer le Washington Post en y injectant très probablement une dose de technologie qui lui manque cruellement. Moi, personnellement, je serais plus inquiet, je regarde avec beaucoup plus de circonspection une boîte comme LinkedIn, par exemple. LinkedIn est un partenaire avec lequel il est impossible de faire le moindre deal. Il est évident qu'un journal comme Les Échos, on a approché LinkedIn. Alors d'abord, c'est des boîtes super centralisées. En France, vous avez des passe-plats. En Angleterre, il y a quelques personnes qui ont un tout petit peu plus de marge, mais alors c'est femto en termes de marge d'autonomie. Ouais. Et tout se décide à San Francisco. Et pourquoi LinkedIn, il est impossible, et ça j'ai constaté ça avec mes confrères anglo-saxons, de faire le moindre deal avec LinkedIn, c'est que LinkedIn va être, se promet d'être une plateforme de publishing eux-mêmes. Ils ont récemment embauché une jeune femme qui est comme rédactrice en chef. Et la fille a un parcours typique de la nouvelle économie des médias. Elle a un background de journaliste, mais elle maîtrise également toutes les techniques de SEO, toutes les techniques les tactiques de partnership, etc. Donc elle couvre absolument tout le spectre. Elle était chez Fortune et hop, LinkedIn est allé l'attraper pour monter une vraie newsroom. Et à mon avis, moi je pronostique que dans moins de 2 ans, LinkedIn sera pour un journal comme Les Échos un sérieux concurrent avec lequel il faudra compter. Dans les différences que vous évoquez entre ce qui fait la différence entre les médias et les pure players aujourd'hui, c'est la scalabilité versus la pérennité. Est-ce que vous pouvez préciser ce point ? Quand je regarde les projets des médias, et c'est pas du tout les médias français, c'est absolument pas une critique contre les médias français, parce qu'on a des managements qui n'ont absolument rien à envier au management des entreprises anglo-saxonnes. Mais ce que je constate, c'est que je ne vois pas de projets qui sont susceptibles de faire changer ces entreprises de dimension. Or, toutes ces entreprises de technologie qui sont largement financées, elles se financent largement précisément parce qu'elles promettent à leurs investisseurs un changement d'échelle complet. Et le propre, et ça c'est un truc terrible que j'observe absolument partout, des entreprises des médias traditionnels, c'est lorsqu'on lance un nouveau projet, petit temps on vous dit bon, ton machin c'est une super idée mais il faut que ce soit rentable dans 6 mois parce que tu connais nos comptes, c'est quand même pas Broadway. Ensuite, on va mettre juste suffisamment de gasoline dans le projet pour qu'il décolle, mais alors doucement, à faible puissance, etc., par rapport à un projet qui va être financé dans une boîte de tech ou de tech média, sur lequel on va mettre tout de suite le maximum de ressources de façon à faire décoller l'avion avec la pente la plus aiguë possible, de façon à ce que les choses soient claires.
Et systématiquement, dans les entreprises de médias, on se retrouve après un an à avoir un projet où on se dit bon, ce truc, ouais, c'était pas mal, ça gagne un petit peu d'argent, c'est pas top, mais enfin bon, on va quand même le continuer. Ou bien ça en perd très peu, et bon, on va pas l'arrêter parce que c'est pas terrible. Et alors on se retrouve... rassure les actionnaires, en gros, c'est ça? Non, je pense même pas. Alors j'espère que non, parce que je prête aux actionnaires quand même un petit peu plus de vista que ça. Mais ça rassure un peu l'écosystème, parce qu'on se dit on a un tas de petits trucs qui fonctionnent comme ça, c'est pas terrible. Par opposition à ça, on va avoir des entreprises de technologie qui vont... Il y a cet axiome qui est fail. If you fail, fail fast. C'est-à-dire, si vous vous plantez, plantez-vous rapidement. Et en fait, c'est comme ça que fonctionne tout l'écosystème. Il y a une culture du danger, en fait, au sein des médias d'aujourd'hui, plus que dans les médias classiques où il y a surtout les acquis sont quand même assez légion, quand même. Hein. Il y a surtout une culture dans les médias, les systèmes de la nouvelle économie, de rétribution du risque. Par opposition aux médias traditionnels, où on a une aversion totale au risque, où on va pas encourager le risque, on va plutôt dire aux gens attention, c'est dangereux, etc. Donc c'est un vrai problème. Il y a une autre différence notoire, c'est le sens du client finalement, qui est plus prégnant finalement chez les pure players aujourd'hui. Le sens du client, c'est quand même quelque chose qui me fascine. Au cours de ces 18 derniers mois, j'ai eu 4 problèmes avec des abonnements que j'ai eus, qui étaient mon abonnement à Fortune, mon abonnement à The Economist, mon abonnement au New York Times et mon abonnement au Wall Street Journal. C'était soit j'étais surchargé dans des conditions que je ne comprenais absolument pas, soit etc. Et parallèlement, je suis comme tout le monde ici, un client d'Amazon, un client de tas de trucs. Et j'ai eu des démêlés impossibles avec les services clients de ces médias qui, de toute façon, dès l'instant qu'ils ont accroché un client, ils se foutent de la perception que le client va avoir de sa qualité. Ce qui n'est absolument pas le cas chez, par exemple, Amazon, qui a des côtés sympas et des côtés pas très sympas. Mais en tout cas, quand vous avez un produit échangé chez Amazon, dès l'instant que vous avez un score implicite de relative fiabilité en tant que client, il va y avoir jamais de discussion sur la façon dont vous allez poser une réclamation et vous aurez une réponse dans les 12 heures. Cette approche du client qui est diamétralement opposée est, à mon avis, une énorme liability, comme on dit, pour les médias traditionnels. Je pense que c'est un énorme problème qu'il va falloir adresser très vite, parce que je pense que c'est un truc létal. Bon, alors ceci dit, on a vu les différences, les atouts, les forces et faiblesses, mais c'est pas le monde des bisounours non plus, le monde des pure players, des médias aujourd'hui. Quelles sont, à votre avis, les limites de ces nouveaux acteurs? Vous parliez de LinkedIn comme d'une plateforme de contenu, on peut penser à les limites, je pense que c'est quand même toutes des entreprises qui sont tellement campées sur leurs convictions qu'elles sécrètent à un moment leurs propres toxines. On le voit dans leur comportement, on l'a vu par exemple il y a 2 ans, moi je pense qu'ils ont fait pas mal de progrès, mais il y a 2 ans, Google était juste une boîte absolument imbuvable avec laquelle il était absolument impossible de discuter. Aujourd'hui, Google a une vraie mentalité... un vrai sentiment, mentalité c'est un peu péjoratif dans ce cas-là, mais un vrai sentiment d'assiégé. Ils se sentent assiégés de toutes parts, ils se sentent assiégés par leurs clients, par l'écosystème de leurs clients, par la politique au sens, les policy makers en Europe par exemple, qui les menacent. Ce sont des boîtes qui ont en même temps un sens, ça c'est quelque chose d'assez méconnu sur les boîtes de technologie, ils ont un sens de leur fragilité qui est extrêmement profond. Quand on discute avec les gens de Google, ils sont totalement flippés parce qu'ils savent que quelque part, dans un endroit quelconque, un groupe de jeunes personnes est en train d'inventer un truc qui va les challenger dans les 5 ans à venir. Ils ont une certaine avance quand même. Hein. Oui, alors moi c'est ce que je pense. Je pense qu'ils ont une avance, mais qui est une avance... structurelle et infrastructurelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'infrastructure que Google a mis en place est quand même extrêmement difficile à matcher. Mais en même temps, elle souffre de sa propre obsolescence naturelle. Donc il faut investir sans arrêt plusieurs milliards de dollars par an pour la maintenir à niveau. Vous dites, Frédéric Fillou, que l'Internet, il est horriblement mal acheté. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, alors l'Internet, on parle de la publicité, là, naturellement. Oui. D'abord, il n'y a pas une vision monolithique du truc. C'est-à-dire qu'il y a un distinguo à faire entre les sites et les applications mobiles qui vont avoir de très très fortes audiences et qui vont effectivement pouvoir bénéficier de toutes les avancées technologiques comme le RTB, etc. Et puis après, il y a un split de plus en plus féroce qui est en train de se faire entre les sites et les applications mobiles, enfin les offres numériques qui vont avoir de très fortes audiences et de très faibles volumes, typiquement
pour prendre un truc comme BuzzFeed, il doit ramener moins d'$1 par an et par utilisateur, par opposition à, par exemple, je sais pas, The Economist ou le Financial Times, qui va rapporter 10 fois plus, mais qui va avoir une audience microscopique. Et pour cette seconde catégorie, la publicité est quand même globalement un échec. Quand on regarde les indicateurs, on est sur un système déflationniste continuel. Ça vient du fait, en premier lieu, qu'il y a un problème structurel qui est que on a créé un système, et là les éditeurs ont une énorme responsabilité. Enfin, là pour le coup, je ne vais pas faire mon malin, mais ça fait 2 ans que je dis qu'on aurait dû fermer 60% des inventaires à la commercialisation. Pour un problème très simple, c'est que vous prenez une chaîne de télévision lambda, une chaîne commerciale, elle va avoir 300 spots à peu près par jour de disponibles. Et puis c'est un espace fini, il y en aura peut-être 320, il y en aura peut-être 280, mais pas plus, etc. Donc ça va permettre une véritable élasticité dans l'offre et la demande. Vous prenez un journal comme le New York Times, il produit chaque jour que Dieu fait 700 articles, 50 vidéos, 20 infographies. 700 articles par jour. 700 articles par jour. Vous prenez les Échos, nous on en produit 250, 300 par jour. Le Monde et le Figaro doivent en sortir 500, etc. Alors le problème, c'est que c'est un truc qui s'accumule, et donc on est dans un système de supply, de fourniture infinie, qui fait que c'est totalement contraire à la plus basique des lois économiques, qui est de créer une relative rareté. Au-delà de ça, quand je dis qu'on est mal acheté, c'est qu'aujourd'hui le marché publicitaire, il se matérialise par d'un côté des Ken et de l'autre côté des Barbie, dans les deux sens, qui vont avoir un niveau d'achat extrêmement peu sophistiqué, qui d'ailleurs sans commune mesure avec la capacité d'analytics qu'on est en mesure de leur donner. Alors tout ça va changer parce que ces gens-là vont être remplacés par des machines, ce qui à mon avis n'est pas non plus une super good news, parce que ça va alimenter encore un peu plus la déflation. Moi je pense que pour les médias de qualité, ceux qui appartiennent à ce petit groupe de petite audience et fort rendement, je pense qu'il faut aller dans de la publicité de qualité où le média va remonter très fortement dans la chaîne de valeur. Je termine juste par pas une statistique, c'est une tendance. J'ai appris récemment que d'ici la fin de l'année, au New York Times, vous aurez, à la régie publicitaire du New York Times, vous aurez un créatif au sens large du terme, que ce soit quelqu'un qui conçoit des campagnes, que ce soit un média planeur, etc., ou un créatif pur et dur, pour une personne en charge des ventes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va y avoir une véritable parité. Donc effectivement, un canard comme le New York Times, par la position qu'il occupe et les moyens qu'il a, est en mesure de remonter très très fortement dans la chaîne de valeur. Et ça, je pense que c'est l'avenir. On a le temps pour terminer cette session avec vous, Frédéric. Une ou deux questions. Est-ce que quelqu'un lève la main, a envie de poser une question à notre invité ce matin? Oui. Alors, quelle est votre position versus les réseaux sociaux? Alors, la position versus les réseaux sociaux, alors c'est un passage obligé, c'est-à-dire que tous les médias se doivent d'avoir une stratégie extrêmement offensive sur les réseaux sociaux. En même temps, moi je pense qu'un des grandes menaces pour l'écosystème de l'information tel qu'on la conçoit, enfin tel que quelqu'un comme moi la conçoit, c'est une société comme Facebook. Facebook aujourd'hui s'interpose comme le gatekeeper ultime. J'avais un confrère du Financial Times qui me disait il y a quelque temps que lorsqu'il pousse des informations sur Facebook à destination du fil des utilisateurs de Facebook, simplement 16% du contenu que le Financial Times pousse se retrouve effectivement sur les feeds. C'est-à-dire que Facebook agit à la fois comme un énorme capteur d'informations, enfin une plateforme absolument gigantesque. Pour savoir que sur les 10 applications les plus téléchargées dans le monde, il y en a quand même 4 qui sont contrôlées par Facebook. Et en même temps, c'est un filtre terrible par lequel il faut passer, mais pour nous, c'est le gatekeeper ultime. Et je pense que Facebook est une entreprise extraordinairement dangereuse, infiniment plus dangereuse que Google par rapport à ça. Quant à Twitter, c'est un média super sympa, l'interface est pourrie, ça a très peu évolué, et aujourd'hui, ça représente environ 1,5% du temps passé sur les applications mobiles. Donc Twitter, c'est super cool, mais ça ne marche pas. On avait fait une émission, ça me rappelle, hein, Richard, Is Twitter Dead? Je me rappelle de ça. Une dernière question? Oui? Peuvent aller vers des modèles où finalement, plutôt que d'avoir soit des sites, soit des journaux un peu monoblocs, monolithiques, est-ce que le modèle d'aller vers trouver vraiment la bonne information
des articles ou des sujets vers des lecteurs potentiels, un peu type Amazon finalement, quel lecteur s'intéresse à quel sujet et du coup comment lui pousser de l'information et trouver le modèle économique qui va bien. Est-ce que ça c'est une alternative mieux profiler un peu le lecteur et lui adresser finalement la bonne info. Ah bah ça, c'est ce qu'on essaie de faire. La connaissance du lecteur est un élément absolument déterminant. Tous les travaux que les uns et les autres ont fait autour du profiling, c'est-à-dire connaître nos lecteurs, même quand on les connaît que de façon anonyme au travers de cookies, l'idée c'est effectivement de leur servir des contenus. Après, c'est vrai qu'un truc comme BuzzFeed, pour en revenir à ça, avait dans un modèle initial l'idée de ne même pas avoir de site internet ou même pas avoir d'application. Ils pensaient qu'ils vivraient uniquement au travers de leur propagation sur les réseaux sociaux. C'est pas mal, mais quand même, on se trouve confronté à un problème de dilution de la marque. Or, les médias qui sont comme ceux pour lesquels je travaille, celui pour lequel je travaille, ils ont encore un gros atout à jouer par rapport à leur marque. Donc, il faut que cette marque évite d'être diluée indûment. @Fiyou sur Twitter pour continuer. Voilà. Je suis désolée, chose promise, chose due. On va remercier Frédéric Fiyou. Merci beaucoup.